Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Bruno Retailleau, c'est le président du groupe UMP au Sénat. Messieurs, c'est à vous. Je le reçois avec plaisir. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Et pourquoi ? Parce que pour vous, c'est une première. Bienvenue parmi nous. Les nouveaux dirigeants du Sénat sont en train de s'installer. Vous venez d'être élu au premier tour patron des 143 sénateurs de l'UMP. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aux commandes et pourquoi ? Bien sûr, parce que je pense que mes collègues ont ce sentiment que le Sénat était un peu menacé. Il a disparu des écrans radars depuis 3 ans. Ils ont joué la carte du renouvellement. Et donc aujourd'hui, il y a plus de jeunes, beaucoup plus de femmes, 3 vice-présidentes qui sont des femmes. 25% des sénatrices sont des femmes. C'est beaucoup plus que l'Assemblée nationale. Et on renouvelle les pratiques. Et qu'est-ce que vous avez fait pour être élu au premier tour contre, vous aviez en face de vous Roger Carucci qui, pour beaucoup, était favorable. Vous avez fait un sénateur, une voix. Exactement, Et ça, c'était une révolution au Sénat. Ah oui, mais je pense que c'est important. Les règles de la démocratie, je crois que le renouvellement, ce ne sont pas seulement des nouveaux visages, ce sont en même temps des nouvelles pratiques. Et cette pratique-là, démocratique, j'y tenais. Bruno Retailleau, le journal L'Opinion constate aujourd'hui un effet Retailleau. Peut-être, les Vendéens vous connaissent, sans aucun doute, le pays pas encore. Si vous deviez dessiner l'autoportrait de Bruno Retailleau. D'abord, je suis un enfant de la ruralité, je suis à la fois un Vendéen, mais qui aime la France. Je suis fier de mes racines et je suis passionné, par exemple, de nouvelles technologies. Je suis un des spécialistes, par exemple, du numérique. Voilà, le double cœur, à la fois vendéen, français. Peggy parlait des petites patries charnelles. Eh bien, voilà, ça me définit en même temps. Mon engagement politique a commencé par la Vendée. Oui, vos admirations ? Clémenceau, Delattre. Clémenceau, Père la Victoire, Delattre qui a signé à Berlin l'acte de capitulation. Toujours des Vendéens. Oui, mais des grands Français, écoutez. L'un, on fête le centenaire de 14-18 et on fête le 70e anniversaire de la Libération. Les fidélités et les infidélités. Les fidélités, d'abord à la France, à la Vendée, à mes convictions. Je pense que la politique, ce ne sont pas des petits calculs, c'est d'abord aller au bout de ses convictions. Le courage de dire, le courage de faire. Et on trahit quelquefois ou non ? Ah, pas du tout. Vous savez, en Vendée, on a une devise. Toujours c'est la Vendée, la Vendée. fidélité. Il y a l'esprit vendéen. Et selon l'INSEE, d'ailleurs, cité tout à l'heure par Axel de Tarlet, à 6h15 avec Thomas Soto, la Vendée est un des départements qui a la meilleure qualité de vie. Et c'était l'INSEE. Géographiquement, vous êtes voisin de François Fillon. Vous étiez filloniste. Est-ce que votre groupe des 143 va devenir filloniste ? Absolument pas. La force du groupe, c'est son unité. Pour préserver son unité, il faut préserver l'indépendance par rapport à toutes les influences extérieures. Donc, et j'ai pris un engagement, c'est de ne pas arrêter aucun candidat pour l'UMP, vous voyez. Oui, pas de préférence. Vous avez votre préférence, mais vous ne la dites pas. Ah j'ai une fidélité vis-à-vis de François Fillon, mais si je veux préserver l'unité de ma famille au Sénat, je dois être le garant de cette unité et de l'indépendance. Vous savez, au Sénat, ce sont les sénateurs qui décident. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Mais ça veut dire que vous êtes dans une forme d'autodéfense. Pourquoi vous avez un adversaire aux portes du Palais du Luxembourg ? Non, mais le Sénat, Jean-Pierre Elkabbach, c'est l'indépendance par rapport à l'exécutif et par rapport aux grands partis. On est beaucoup plus indépendant au Sénat qu'on ne peut l'être, par exemple, parfois dans d'autres instances. Vous avez beaucoup de chemin tous à faire. On va le démontrer rapidement. Gérard Larcher est devenu président du Sénat devant Jean-Pierre Raffarin, c'est vrai, il y a 10 jours. Mais est-ce que c'était une défaite de Nicolas Sarkozy ? Non, c'était une victoire de Gérard Larcher. Comme ma victoire et ceux qui ont décidé de cette victoire-là, ce sont les sénateurs et personne d'autre. Alors, au Sénat, l'opposition est aujourd'hui majoritaire. Est-ce que vous allez dénoncer, critiquer toutes les initiatives, les propositions, les réformes systématiquement qui viennent du pouvoir politique ? Non, pas de réflexe pavlovien d'opposition. Quand il s'agira de préserver les Français, de les protéger contre de mauvais textes, eh bien, nous serons un bouclier. En revanche, nous serons ouverts au débat pour construire l'avenir. Je prends un exemple, l'assurance chômage. Le Premier ministre estime que pour le retour à l'emploi, il faudra réduire la durée, le montant des indemnités chômage à partir de 2016 avec les partenaires sociaux. Mais est-ce que c'est un débat à ouvrir ? Est-ce que c'est une bonne idée à soutenir ? Bien sûr, bien sûr. Vous regardez les comparaisons avec tous les autres pays européens et vous voyez que là encore, la France est seule. Il y a des règles à changer. Mais surtout, ce qui est important, il faut transformer les dépenses passives d'indemnisation du chômage en dépenses actives, justement, pour former les chômeurs. Comment ? Il y a un scandale. Il y a 25 milliards d'euros de formation continue, de formation professionnelle. Ces 25 milliards vont au mieux former, alors qu'il faudrait les affecter en priorité aux plus fragiles pour leur remettre les pieds à l'étrier. C'est ce que vous dites avec Jacques Attali et la commission Absolument. Attali. L'assurance chômage et pour les allocations familiales, il y a un mot qui va devenir à la mode, je pense, la dégressivité. Écoutez, moi je suis stupéfait et je ne comprends pas, franchement,
l'espèce d'obsession anti-famille de ce gouvernement. C'est une erreur profonde. C'est une erreur profonde. Pourquoi ? D'abord parce que la croissance potentielle, le dynamisme, ça passe par la natalité. Le seul bon indicateur qu'a la France, c'est la démographie. C'est justement sa natalité. Et en plus, elle est ni de droite ni de gauche, la famille. Vous savez que le Front populaire invente l'allocation familiale. Général de Gaulle, le quotient familial. C'est le socle républicain. C'est notre pacte social. Vous avez vu ce que l'on dit. Il faut 700 millions d'économies. Stéphane Le Foll disait hier qu'il faudrait contrôler, réduire les aides médicales d'État qui coûtent aujourd'hui plus d'1 milliard. Oui, supprimons les régimes spéciaux, Jean-Pierre Elkabbach. Pourquoi s'attaquer toujours à la famille ? Pourquoi ? Le gouvernement en fait une sorte de symbole post-68 art, et c'est inadmissible, et c'est mauvais pour l'économie de la France, c'est mauvais pour notre cohésion sociale. Je voudrais simplement dire qu'en temps de crise, la famille, c'est le meilleur de tous les boucliers. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, va se prononcer le 15 octobre sur l'avenir de l'hôpital du Val-de-Grâce qui est ouvert aux civils. L'hôpital deviendrait un centre de recherche scientifique et consacré à la mémoire. Les patients iraient se faire soigner dans d'autres hôpitaux militaires de l'Île-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait des économies aussi sur le Val-de-Grâce ? Je n'en pense pas du bien pour 2 raisons. C'est pas bon pour l'armée. Vous savez que si on veut une force de projection militaire, il faut en même temps être capable de projeter des hôpitaux, projeter des médecins. C'est pas bon non plus pour les patients. Il faut bien sûr ouvrir ces grands hôpitaux qui forment l'excellence française du point de vue médical à tous. Et je pense que c'est... Mais donc l'ouvrir davantage. Mais l'ouvrir davantage, bien sûr. Mais pas transformer franchement en logement. Transformer le Val-de-Grâce en logement. Faut-il avoir l'imagination complètement enrayée ? Une des grandes critiques adressées aux élus, Bruno Retailleau, c'est la réserve parlementaire. J'entends dire que vous voulez la réformer. On va remettre tout à plat. De quelle façon ? On va remettre tout à plat. 1, la transparence, et 2, l'équité. Il y avait des sortes de réserves. C'était pas transparent. C'était 1, pas transparent, et 2, curieusement, il y avait des sénateurs qui avaient beaucoup plus que d'autres. Eh bien, on va remettre ça à plat. Vous pouvez compter sur moi et sur mes amis sénateurs de l'UMP. Dernière question. Le grand procès de la catastrophe de Cynthia se déroule en ce moment dans une intensité dramatique que l'on peut comprendre. Vous étiez beaucoup démené, si je me rappelais bien, vous étiez à la tête de la mission d'information. Est-ce que le maire est le seul coupable ? Bien sûr que non. Alors, il y a une justice, elle doit passer. Ce que j'ai démontré avec mes collègues sénateurs à l'époque, c'est que nous n'avions pas de culture du risque en France. Et tous les échelons ont été défaillants à partir de la prévision, de la prévention, de la protection. Tout a été défaillant. Donc, il y a une responsabilité aussi qui est collective. Mais est-ce que les leçons servent déjà pour la prévention et la sécurité dans votre région et peut-être ailleurs, même si ça s'adapte d'une manière différente ? On a un système de prévision, d'alerte beaucoup plus performant. On a enfin des plans de prévention sur l'urbanisme. On a des plans communaux de sauvegarde. Enfin, il y a les digues, le plan digue qui n'avance pas suffisamment risque parce qu'il y a une submersion administrative. On est complètement engoncé dans des règles qui nous empêchent de faire les travaux pour protéger les populations, Jean-Pierre Elkabbach. Merci d'être venu, Bruno Retailleau. Je suis à peu près persuadé qu'on vous retrouvera ou réécoutera. Merci Bruno Retailleau, merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve évidemment, vous, demain à 8h20 sur Europe 1.